Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Nous évoluons vers notre ultime perfection. L'ensemble humain construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes sur ce chemin. Voilà. C'est la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Ce qui signifie que tout être humain est un constructeur de ce paradis. Donc nous sommes tous, chaque être humain qui apparaît sur cette planète est un ouvrier de cette perfection. Parce que l'humanité se construit par le bien comme par le mal, par les échecs, les réussites. Et on le verra parce qu'on va lire précisément les différentes étapes de cette allégorie de la caverne dans le livre 7 de la République de Platon, qu'au fond on pourrait y voir l'image de la conception que Platon se fait de l'éducation au sein de la cité idéale qu'il est en train de décrire dans la République. Juste un point avant qu'on entende un autre texte où on imagine qu'un des prisonniers sorte de la caverne. On n'arrête pas de dire eux, les prisonniers, ils, mais au fond ça veut dire qu'ils ne sont pas la totalité des personnes vivant ici-bas. Ça veut dire que d'un côté il y a le peuple et de l'autre le philosophe qui lui sait où est le vrai et n'est pas dans l'illusion. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Il ne sait pas, il l'apprend, il est formé. Le vrai n'est pas du tout un donné pour Platon. Le vrai est l'objet d'une quête constante dans la philosophie platonicienne, d'ailleurs avec des séquences méthodologiques, si je puis dire, des étapes qui sont parfaites. Bien sûr, et à la limite, c'est pas le philosophe, c'est celui qui se pose la question. Ça peut être le religieux, ça peut être le scientifique, ça peut être celui qui se pose la question du vrai ou du faux. Et il y a des philosophes qui se la posent pas du tout. On le voit, on les entend à la télé, certains qui se posent pas ce type de questions, qui sont sur une autre d'autres problématiques, voilà, liées à la vie, au plaisir, etc., des choses comme ça. Parfaitement marqué. Par exemple, ça commence par la réfutation dans les premiers dialogues de Platon. Tu me dis que la justice, c'est le fait de faire plaisir, c'est le fait de partager. À chaque fois, je vais te montrer que ce n'est pas le cas, que je peux te proposer une forme de justice qui est ni le partage, ni la satisfaction des besoins. Donc, la réfutation est la première façon d'arriver au vrai. Ensuite, il y a la maïeutique, c'est-à-dire interroger une personne qui est, comme dit Platon, grosse, comme une femme étant seule, grosse d'idées, et la faire accoucher, avec cette idée étrange d'ailleurs que, d'une certaine manière, c'est une fois qu'on a accouché que la personne a accouché, qu'elle sait ce qu'elle pense, comme si l'accouchement précédait la grossesse. C'est tout à fait curieux. Donc ça, c'est la deuxième procédure d'accès au vrai. Et la troisième, eh bien, c'est celle qui nous est présentée dans le livre 7 de la République, c'est-à-dire une sorte de méthode de formation, d'abord du caractère, et ensuite de l'intelligence, qui permet d'accéder au vrai. Donc on a trois formes qui sont compatibles entre elles d'ailleurs, d'accès à la vérité. Celle qui se passe dans le dialogue, la réfutation. Celle qui se passe dans un dialogue bien sûr, mais qui est enraciné, incarné dans une interaction humaine, l'accouchement, la maïeutique, pour prendre le terme socratique qu'a repris Platon, et puis ensuite la dialectique, et d'une certaine manière le livre 7, c'est le livre qui exalte cette méthode qui est à la fois une méthode intellectuelle et une méthode d'accès à l'être, non seulement d'accès au vrai, mais d'accès à l'être, et je pourrais même dire d'accès au bien. N'oublions pas que... Alors, j'aimerais savoir de quoi est fait ce livre 7, parce que si c'est une méthode intellectuelle, on peut arriver à comprendre le bien. Mais on ne le saisit pas dans sa totalité. Saisir la totalité du bien, c'est-à-dire du bien en soi, c'est par l'expérience extatique uniquement, à mon sens. Alors, et je sais pas si Platon en fait référence. La maïeutique, donc
l'accouchement, le poser les questions jusqu'à peaufiner, jusqu'à atteindre la substance, une vérité vraiment profonde. C'est une méthode, c'est la méthode de Socrate, mais je ne sais pas s'il parle d'atteindre le vrai bien, le bien absolu, la vérité absolue par cette méthode-là. N'oublions pas que Platon, à ce moment-là de la République, est en train de définir ce qu'est le philosophe, à quoi il sert et pourquoi c'est, selon lui, la personne la mieux à même, la plus apte à gouverner. On va y revenir, Monique Otto-Sperber. D'abord, on va entendre un extrait, juste la suite, la continuité de l'allégorie de la caverne. C'est Socrate va demander à Glaucon, son interlocuteur, d'imaginer le scénario dans lequel un des prisonniers est libéré de force, contraint de dire ce qu'il voit, d'ouvrir les yeux, malgré la force de la lumière, contraint donc de voir la vérité. Que se passerait-il? Sommes-nous tous capables d'accueillir, de voir ce que Platon et ce que le philosophe appelle la vérité? Examine ce qui se passerait si on les détachait de leurs liens et si on les guérissait de leur égarement. Au cas où, de façon naturelle, les choses se passeraient à peu près comme suit. Chaque fois que l'un d'eux serait détaché et serait contraint de se lever immédiatement, de retourner la tête, de marcher et de regarder la lumière, à chacun de ces gestes, il souffrirait. Et l'éblouissement le rendrait incapable de distinguer les choses dont tout à l'heure il voyait les ombres. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement. Surtout si, en lui montrant chacune des choses qui passent, on lui demandait ce qu'elle est en le contraignant à répondre. Ne crois-tu pas qu'il serait perdu et qu'il considérerait que ce qu'il voyait tout à l'heure était plus vrai que ce qu'on lui montre à présent? Et de plus, si on le contraignait aussi à tourner les yeux vers la lumière elle-même, n'aurait-il pas mal aux yeux et ne la fuirait-il pas pour se retourner vers les choses qu'il est capable de distinguer en considérant ces dernières comme réellement plus nettes que celles qu'on lui montre? Et si on l'arrachait de là par la force, en le faisant monter par la pente rocailleuse et raide, et si on ne le lâchait pas avant de l'avoir tiré dehors jusqu'à la lumière du soleil, n'en souffrirait-il pas? Et ne s'indignerait-il pas d'être traîné de la sorte? Et lorsqu'il arriverait à la lumière, les yeux inondés de l'éclat du jour, serait-il capable de voir ne fût-ce qu'une seule des choses qu'à présent on lui disait être vraies? Donc, apporter la lumière, c'est violent. Il y a une question de violence. Et je crois qu'il y a, dans cette partie, si je me souviens, il y a aussi la contestation de celui qui va apporter la lumière. Il est un peu rejeté d'une certaine manière. Mais ça, je pense qu'on le retrouve aussi avec Nietzsche dans le Zarathustra. Et c'est un peu la conséquence d'apporter des progrès qui sont bouleversants à la société humaine. C'est la rançon de la gloire à ce niveau-là, malheureusement. Et on le voit d'ailleurs, voilà, je prends souvent cet exemple parce que c'est un des artistes qui est pour moi les plus importants, c'est Marcel Duchamp quand il expose cet urinoir. Il s'est fait taper dessus, enfin voilà, ou les impressionnistes quand ils apportent cette nouveauté, cette nouvelle façon de peindre, de voir le monde, de penser le monde. Ils ont été insultés, etc. Et puis maintenant, ils sont devenus classiques. Donc,
il y a quand même toute... c'est difficile d'être novateur. C'est dit, malheur à celui qui dit la vérité, il sera exécuté. Guy Béard. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Gilt. Monique Antosperber, si l'allégorie de la caverne est l'image de ce que devrait être l'éducation pour Platon, si l'éducation est ce qui consiste à faire passer l'élève de l'illusion vers le vrai, alors l'éducation est le lieu d'une grande violence. C'est ce que nous dit ce texte. Il y a de la contrainte, une forme de violence, une réticence, un refus de la part de celui qui est éduqué. C'est une certaine conception de l'éducation à laquelle on n'est pas habitué. Mais c'est tout à fait juste. Ah oui, c'est ce que votre expérience de prof dit. Mais il s'agit de mettre l'eau, d'obliger, comme disait Du Bellay, d'obliger à l'innutrition, c'est-à-dire à se transformer en un autre que ce qu'on est. C'est ça l'éducation ? Inévitablement, c'est une appropriation de l'eau dont on arrive à faire sa... Et alors, ce qui est curieux, c'est que maintenant on rentre dans la période, si ma théorie s'avère exacte, on rentre dans la période où il faut désapprendre ce qu'on a appris, ce que le monde enseigne, le désapprendre ou le regarder d'une autre manière, en le voyant bien comme une illusion et que la réalité est autre chose. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur YouTube. Il y a beaucoup d'enseignement à la réalité, à apprendre à se détacher de stéréotypes, etc. Donc on voit bien qu'on va vers cet état de lumière. Faire sa propre substance. Qu'est-ce qu'éduquer sinon être sans cesse confronté sans cesse à l'altérité et faire en sorte que peu à peu l'altérité soit absorbée par celui qui est éduqué jusqu'au point où il y reconnaîtra que c'est sa réalité la plus intime, la plus propre à lui-même. En tout cas, si vous voulez, pour l'accès à la culture, l'accès à la littérature, tout cet extraordinaire rapport culturel ou scientifique qui nous a construit intérieurement, du moins c'est le sentiment que j'ai, au fond c'est mon moi véritable. Et cela n'a été possible que parce que se mêler, peut-être... Alors, c'est mon moi, c'est le moi véritable, c'est vrai, mais la réalité de nous-mêmes, c'est, à mon sens, c'est hors de ce moi. Et donc, c'est l'extase qui le permet. Mais le moi véritable, c'est clair que c'est la façon d'accepter le monde tel que la science nous le propose, tel que l'apport des connaissances nous enrichit. Et ça fait le moi profond, mais l'ego profond. C'est autre chose que la réalité de ce que nous sommes. Mais ça serait intéressant de bien préciser ce que c'est que mais moi. Aussi le désir. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'articulation constante du désir, de la réticence, de la peur, du fait de ne pas vouloir, même de la souffrance, mais en même temps d'une force qui oblige à y aller, à persister. Et au fond, c'est ce qu'il y a, à mon sens, de tout à fait exceptionnel dans la philosophie de Platon, et peut-être même que l'on trouve chez Platon beaucoup plus que chez tout autre philosophe. C'est l'association extrêmement étroite du désir et de l'activité intellectuelle. Et cela va très loin. Quand Platon expose sa conception de l'âme avec cette théorie qui peut paraître totalement dépassée des trois parties de l'âme, l'intelligence, l'affectivité, le cœur, le thumos et puis les désirs, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a des liens entre ces trois parties et que ce qui fait que la pensée est active et créatrice, c'est parce qu'elle est imprégnée de désir. Prenons tout simplement l'expression philosophique. La pensée est créatrice par le désir, c'est évident. C'est-à-dire que on a un moteur qui nous pousse, c'est nos pulsions,
nos tendances, le désir, effectivement, le goût du plaisir, la recherche de quelque chose qui fait que c'est toutes les pulsions, l'ambition, etc. Toutes ces pulsions-là qui nous poussent à construire l'humanité, à construire la perfection. Mais la réalité de ce qui sera construit, c'est tout ça s'abolit. C'est pas tout ça, ce ne sont que des moteurs. Le désir n'est qu'un moteur de construction de la perfection. Ça n'est pas la perfection. La perfection, une fois qu'elle sera atteinte, elle abolira, elle éteindra justement le désir, elle éteindra l'ambition, elle éteindra, etc. au profit de la contemplation, qui n'est plus dans le désir, se projette vers quelque chose. C'est intentionnel, c'est une intention. La contemplation, c'est un accueil c'est comme si le divin rentre en soi à travers tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, à travers tous nos sens. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on goûte, le divin rentre en soi et vient irriguer et iriser notre organisme, nos particules élémentaires, nos cellules, nos organes, etc. Philosophie, l'amour de la sagesse. C'est pas la sagesse, c'est pas la pure contemplation comme la proposera Aristote d'une certaine façon qui fait qu'à un certain... Bien sûr que c'est la pure contemplation. C'est là où on voit, c'est là où en fait, il faut avoir fait cette expérience de l'extase pour comprendre ce qu'il y a derrière la contemplation et sans doute pour comprendre Platon dans cette dimension-là, lorsqu'il parle de la contemplation. C'est ce dont il parle dans le banquet, dans la partie Diotime. J'ai fait les 2 dernières vidéos, elles sont liées à ça, les vidéos sur le banquet. C'est la contemplation. Et qu'à un certain degré d'intensité de la contemplation, le sujet qui contemple et l'objet contemplé deviennent un. Chez Platon reste toujours cet élément du désir, de l'amour, de l'attrait. Et désir va de pair avec la peur. Je suis pas d'accord avec ça. Peut-être dans la République, mais dans le livre dans le banquet, il parle bien, il a conscience que la contemplation, l'extase, c'est le but à atteindre. Avec la peur, avec la réticence et toute cette richesse émotionnelle qui est vraiment la caractéristique de l'activité intellectuelle et même la dianoïa est une activité discursive, mais la noétie, c'est-à-dire la pure jouissance de l'activité intellectuelle, elle est totalement imprégnée de désir. Voilà, on entend surtout la contrainte plus que le désir dans ce texte. Oui, mais l'un va avec l'autre d'une certaine manière. Si les hommes résistent, c'est parce que ça leur convient pas. C'est parce que les désirs et les satisfactions et tout ce qui a trait aux besoins que nous avons, tout ce que nous sommes, à rester rivés à la satisfaction que nous obtenons, la jouissance que nous avons à rester rivés à nos C'est la vision matérialiste, la vision hédoniste de l'existence. Mais c'est la vision qui reste au niveau de l'illusion, pour moi. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça que je le ressens. On nous force et à en détacher, mais pas du tout, ne met pas entre parenthèses le désir. Ce qui fait que quand même on y consent, c'est pas simplement la contrainte, c'est que quelque chose de professeurs de philosophie se met en route. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce texte aussi, c'est au fond un texte du passage. Parce qu'on nous donne le point de départ, l'illusion, on nous donne le point d'arrivée, la mise en contact violente avec la vérité. Mais ce passage est quand même très mystérieux.
Alors, là, je relevais un certain nombre de termes. Il n'arrive pas à distinguer. Il faut le traîner, il faut l'obliger, il faut le contraindre physiquement. Donc, d'une certaine manière, Platon a donné l'équivalent intellectuel de cette difficulté du passage, c'est-à-dire ces fameuses procédures intellectuelles qui permettent peu à peu de mettre de l'ordre dans la confusion et d'arriver à la contemplation. Mais ce qui est très frappant, quand même, c'est que tout ce travail préparatoire prépare l'élément de la reconnaissance, c'est-à-dire face au soleil, face au bien, face à la forme, à l'être à se concentrer d'être qu'est le bien. Eh bien, il a une forme de reconnaissance. Comme Platon, d'une certaine manière, c'est l'équivalent, si vous voulez, dramatique de cette fameuse théorie de la réminiscence. Qu'est-ce qui fait que quand on n'arrive pas à résoudre un problème, à force de réfléchir, à force d'utiliser toutes sortes de processus discursifs, on arrive en contact avec l'objet vrai, la vérité, que l'on reconnaît comme tel. Que l'on reconnaît comme tel. Qu'est-ce qui provoque, bien sûr, poser des équations, rechercher un problème. Je pense là au texte du Ménon, où on demande à Ménon de résoudre un problème géométrique très difficile, et enfin, en tout cas pour lui. Et Ménon explore toutes sortes de possibilités. C'est pénible, il voit toutes ses premières réponses réfutées, rien ne convient. Et peu à peu, il devrait être amené au moment où il va comprendre ce dont il s'agit. Mais ce n'est pas tellement qu'il le savait déjà sans savoir qu'il le savait. Oui, exactement. Ce n'est pas tellement d'y arriver, mais c'est le reconnaître comme tel, savoir qu'il est revenu en ça, c'est une certaine conception de l'éducation. Parce que justement, c'est ça la question que vous voilà, alors, ça donne l'idée que peut-être il y a ceux qui pensent que le chemin c'est le plus important et ceux qui pensent que le but c'est le plus important. Voilà, je pense que c'est ça. Si c'est le chemin, c'est effectivement le désir, les pulsions, la vie ordinaire, l'ego, le moi ordinaire, qui est le tout, qui est le plus important. Quand on pense que c'est la finalité, donc le but, atteindre le but, eh ben c'est le spirituel, c'est le religieux qui le voit comme ça. Et donc le religieux dit le monde des apparences, c'est pas la peine, c'est pas lui la vérité. C'est le monde, c'est si vous touchez le divin que vous allez atteindre la vérité. C'est quand vous serez dans l'au-delà que vous atteindrez la vérité. Voilà, donc on est bien avec deux choses différentes. Et c'est vrai que c'est peut-être mon inaptitude à la vie, au plaisir de la vie, au désir, à toutes ces choses-là, qui fait que mon intérêt est beaucoup plus porté sur la finalité, sur l'extase, la perfection de l'humanité. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est pas le monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, il me dérange, il me fait souffrir. J'y suis pas bien, j'y suis pas heureux, et donc et là on voit que Nietzsche a raison dans ce sens-là. C'est le spirituel, en fait, il vient de cette souffrance du monde, quoi. Hein. Ceux qui sont bien adaptés, l'aristocrate guerrier ou je sais pas, lui il en tire toutes les substances. Et donc il y est comme un poisson dans l'eau, dans cette. Alors il faudrait se demander si la majorité humaine est dans ce sens ou si la majorité humaine souffre, et donc qu'il est intéressant d'aller vers cette finalité qui est l'extase, qui est l'éveil, qui est le bonheur suprême. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.